Please be seated. Bem-vos ce soir. Good afternoon. Le président. Bonjour, bon après-midi à vous, monsieur le témoin à distance. Est-ce que vous m'entendez, monsieur? Your Honours, I'm afraid we... Le greffier d'audience. Monsieur le président, je n'entends que l'interprétation anglaise. Le président, qu'est-ce que vous avez dit? Nous entendions l'interprétation anglaise seulement. I don't know when. Le président, écoutez, je ne sais pas. Est-ce que tout est prêt? L'interprète de la cabine française indique que son micro était bien branché. Monsieur le témoin, est-ce que vous m'entendez maintenant? Ou est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me comprenez? Oui, je vous comprends aussi. Thank you very much. Le président, je vous remercie, monsieur. Donc, nous allons commencer à entendre votre déposition aujourd'hui dans ce procès. Et pour ce faire, dans un premier temps, il faut que vous décliniez votre identité. Est-ce que vous pourriez, monsieur, nous donner votre nom complet ainsi que votre date de naissance et votre lieu de naissance? Je m'appelle Fadiga Mamadou. Je suis né le 7 avril 1967 à Ganwi, c'est dans la région de Touba. You are Ivorian citizen. Vous êtes un citoyen ivoirien, me semble-t-il. Oui, je suis ivoirien. Can you tell us Pourriez-vous nous dire quelle est votre appartenance ethnique ainsi que votre religion? Je suis du groupe ethnique malinké et je suis musulman. Thank you very much. Merci beaucoup, monsieur le témoin. Alors, nous allons vous appeler monsieur le témoin. Nous n'allons pas nous adresser à vous en utilisant votre nom. Je voulais juste vous donner quelques informations liminaires. Dans un premier temps, vous pouvez être absolument assuré que nous allons nous occuper de tous les problèmes que vous pourriez avoir. Si vous avez besoin d'assistance, dites-nous-le. Si vous avez un besoin quelconque, parlez-moi à tout moment. Si vous avez un problème, parlez-moi. Ça, c'est dans un premier temps. Deuxièmement, la question linguistique. Vous témoignez en français. Mais j'entends beaucoup de bruit de fond. Je ne sais pas ce qui se passe là-bas. Enfin, ce sont d'ailleurs, ces bruits que nous entendons ne sont pas très agréables. Merci. Donc, j'étais en train de vous parler de la question linguistique et je disais que vous témoignez en français et que moi, je m'exprime en anglais. Donc, vous avez peut-être compris que ce que nous disons, que nos propos doivent être traduits en anglais et en français et doivent être transcrits également en anglais et en français. Et pour pouvoir le faire aussi exactement que possible, nous devons parler lentement pour donner la possibilité aux interprètes qui se trouvent dans les cabines à La Haye
pour leur donner, disais-je, la possibilité de faire leur travail. Donc, parlez lentement, ménagez des temps d'arrêt de temps à autre, parlez clairement pour que nous puissions comprendre et pour que vos propos puissent être traduits. Est-ce que vous m'avez bien compris? Oui, je vous ai bien compris. Thank you. Merci. Alors, nous allons maintenant aborder votre témoignage. Alors, vous savez, bien évidemment, que cette chambre de la Cour pénale internationale a été constituée pour juger de l'affaire du procureur contre M. Gbagbo et M. Blé Goudé. Et vous êtes témoin dans ce procès. Vous avez été convoqué par le bureau du procureur et vous êtes ici essentiellement et avant tout pour aider la Chambre dans sa quête de la vérité. Ceci signifie que votre seul devoir, votre seule obligation consiste à répondre aux questions qui vont vous être posées par les représentants du bureau du procureur, par les parties, par les équipes de la défense. Et vous devez répondre aux questions et vous devez répondre à ces questions en disant la vérité. Et à cette fin, vous devez prononcer un engagement solennel. Et je pense que vous avez le formulaire ou le texte de cet engagement solennel devant vous. Le greffier présent sur les lieux vous l'a remis et je vous demande de bien vouloir lire à voix haute cette formule. Solennel. Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Oh, thank you very much. Merci beaucoup. Je pense que vous savez que si vous ne dites pas la vérité, cela pourrait avoir des conséquences et que cela représente un délit à l'encontre de la Cour. Est-ce que je pourrais demander que l'on arrête de faire ces bruits? Je m'adresse aux personnes qui sont sur les lieux. Le greffier d'audience. J'ai informé le greffier d'audience présent sur les lieux. Je lui rappellerai d'informer tout le personnel qui se trouve là-bas. Le président, oui, s'il vous plaît, parce que vous savez, nous entendons cela directement dans nos écouteurs et c'est loin d'être agréable. Donc j'étais en train de vous dire, monsieur, que si vous ne dites pas la vérité, si vous faites un faux témoignage, cela représente une infraction à l'encontre de la Cour et que cela est sanctionné et punissable en tant que tel. Vous le comprenez cela, monsieur, n'est-ce pas? Je le comprends. Je le comprends. So before Donc avant de donner la parole au bureau du procureur, et ce pendant un peu plus d'une heure, je vous dis d'ores et déjà que nous allons nous interrompre à 15 heures pour vous, ce qui correspond à 17 heures, heure de La Haye, puis ensuite nous reprendrons lundi, nous reprendrons votre déposition lundi, d'accord? the floor is to the office of the Et je donne la parole au bureau du procureur. Et j'aimerais demander instamment à la représentante du bureau du procureur d'aborder l'essentiel de suite. J'ai déjà présenté mes recommandations. Commencez. Madame Chubin, merci, Monsieur le Président. Yasmine Chubin, on a eu l'occasion de se rencontrer la semaine dernière pendant la réunion de courtoisie par vidéo. Oui. Alors, je vais vous poser quelques questions sur votre parcours d'éducation et professionnelle, pour commencer. Est-ce correct que vous avez poursuivi vos études jusqu'à la classe de la terminale avant de faire un apprentissage d'électricien? Oui, c'est correct, c'est exact.
Et vous avez travaillé pendant 10 ans à la compagnie ivoirienne. First, Président, s'il vous plaît, ralentissez. Enfin, je ne sais pas, est-ce que c'est nécessaire ce qu'il a fait à l'école? Est-ce que cela ajoute quoi que ce soit? Madame? Est-ce que cela est véritablement pertinent en l'espèce? Madame Chebin, oui, Monsieur le Président, il y a deux ou trois questions sur son parcours qui me semblent pertinentes. Président, bon, d'accord. Je reprends ma question. Vous avez travaillé pendant 10 ans à la compagnie ivoirienne d'électricité avant de devenir électricien indépendant. C'est bien ça? Oui, c'est ça. De 1996 à 2006. Et par la suite, je me suis installé à mon propre compte. Et aujourd'hui, quel est votre emploi actuel? J'exerce la même profession, électricien. Et quel est votre parti politique? Je suis militant du RDR, le Rassemblement des Républicains. Et depuis quand êtes-vous militant du RDR? Depuis 1994. Et avant ça, vous étiez membre de quel parti? Bon, avant de venir au Rassemblement des Républicains, j'ai milité un peu au FPI. Et pendant la crise post-électorale de 2010-2011, aviez-vous un rôle au sein du RDR? Pendant les élections, Oui. oui, j'avais un rôle au sein de mon parti. J'avais le rôle d'organiser les militants, de les encadrer en vue des élections. Bon, il faut dire que je suis ce que dans notre organisation, je suis secrétaire de section, c'est-à-dire un responsable de base locale au sein du parti. Donc, je suis responsable local de base dans mon quartier. Et vous êtes responsable de base dans votre parti maintenant ou l'étiez-vous en 2010? Je l'étais déjà en 2010. J'étais secrétaire de section de la section Terminus 40. Sauf que après les élections, je suis toujours secrétaire de section, mais j'ai changé de section. Je suis maintenant secrétaire de section Sogepia 6. Et pouvez-vous nous donner qui est le commissaire politique de votre district? Le commissaire politique de notre district, c'est M. Touré Adama. Et vous vous connaissez? Bon. Je veux faire une précision à ce niveau. En 2010, au moment des événements, le commissaire politique, c'était M. Touré Adama. Bon, actuellement, il s'est mis un peu en retrait et il y a un nouveau commissaire politique qui est M. Diomandé Adama. Et le commissaire politique du district de 2010, Adama Touré, vous le connaissiez en 2010? Bien sûr que je le connais. Je le connaissais depuis avant 2010. Et comment est-ce que vous vous connaissiez? On travaille pour le même parti politique. C'est mon supérieur hiérarchique immédiat dans la localité. Donc, nous sommes ses collaborateurs directs. C'est à lui que nous rendons compte en premier avant que les décisions ne montent plus haut.
C'est lui notre responsable direct. Et avant la crise post-électorale, aviez-vous des relations avec des membres du FPI? Oui. Bon, quel genre de relation, c'est ce que je vais demander maintenant. Quel genre de relation? C'est à vous de nous le dire. Bon, comme je l'ai dit, avant de venir militer au RDR dans les années 1990-91, j'ai flirté un peu avec le FPI. Donc, bien sûr que je connaissais certains responsables du FPI là-bas, des militants du FPI dans mon quartier. Et puis, le quartier, nous y sommes depuis quand même très longtemps, 20, 25 ans pour certains. Nous nous connaissons de génération en génération. Donc, c'est des amis, on se connaît, on se connaît. Y a-t-il eu un moment où ces relations ont changé? Oui, les relations ont commencé à changer lorsque l'alliance du Front républicain, en son temps, a été rompue et que par la suite, le FPI est venu au pouvoir. Et êtes-vous resté en contact avec les membres du FPI que vous connaissiez une fois que le FPI est venu au pouvoir? Oui, bon, pas en contact de travail, mais en contact de relations entre voisins de quartier, hein, entre amis de quartier, amis d'enfance. Mais on ne travaillait pas ensemble. Il y avait un peu de méfiance entre nous parce que nous étions adversaires politiques. Donc on se contentait juste de relations superficielles. Alors, pouvez-vous nous donner des exemples du genre d'activité que vous faisiez en tant que représentant du RDR pendant les élections? D'accord. D'abord, en tant que responsable de base, comme je vous le disais, euh, nous avons un certain nombre de militants à gérer sur un territoire bien donné. C'est un découpage propre au parti. Euh, D'abord, la plus petite unité, c'est le comité de base. Un comité de base est constitué de 25 membres au moins et une section est composée de plusieurs comités de base, généralement une dizaine de comités de base. Ça fait à peu près 250 personnes, hein, dans une zone bien donnée que le secrétaire de section a pour rôle d'encadrer, de gérer. Et donc, tous les problèmes relatifs à la politique, c'est-à-dire aux élections, les enrôlements, les inscriptions sur la liste électorale, les problèmes de papier, la préparation des campagnes, et, la campagne elle-même à proprement dit, tout ça, c'est du ressort du secrétaire de section dans sa zone. Et c'était ce travail-là que nous faisions avant les élections de 2010. Et pendant les 2 tours des élections elles-mêmes, aviez-vous un rôle particulier? Oui, j'ai forcément un rôle.
comme je vous l'ai dit tantôt, j'ai à charge un certain nombre de militants. Eux, c'est moi qui les regarde. Quand ils ont des soucis de papier, on ne m'a pas enrôlé, on a mal écrit mon nom sur le listing, c'est à nous qu'ils s'adressent. Et on va pour chercher à arrêter le problème pour qu'il soit correctement inscrit et tout. C'est nous qui sommes au four et au moulin à la base pour l'organisation pratique de l'élection. Même le recrutement des agents qui vont aller pour surveiller, les agents électoraux, qui vont aller surveiller les urnes pour nous, qui vont faire le transport des résultats, tout ça, c'est nous qui organisons cela à la base, sous le contrôle, bien sûr, du commissaire politique. Donc, j'avais un rôle. J'ai fait la campagne, j'ai fait enrôler d'abord mes militants. Je me suis assuré qu'ils étaient correctement inscrits sur le listing électoral et qu'ils avaient retiré effectivement leur carte d'électeur, les cas de litige, on essaie de gérer. Et quand on finit tout ça, on organise la campagne et on recrute parmi nos militants ceux qui sont les plus à même de pouvoir nous représenter dans les bureaux de vote. Et tout ça, c'est nous qui le faisons à la base. Donc, j'avais un rôle, je gérais 2 lieux de vote. Et quand vous gériez ces 2 lieux de vote, Yes. Mr. Witness, Le président, monsieur le témoin, parlez moins vite, s'il vous plaît. Ok, merci, c'est noté. quand vous gériez ces 2 lieux de vote pendant les élections, avez-vous personnellement pris connaissance d'incidents particuliers? Bon, il faut dire que les élections se sont déroulées à 2 tours. Au premier tour, on n'a pas eu de problème, de soucis majeurs. C'était des problèmes mineurs sur les lieux de vote, dans certains bureaux de vote. On empêchait des militants de voter sous prétexte qu'ils n'étaient pas ivoiriens. En tout cas, il y avait de l'intimidation. On a eu à gérer des problèmes mineurs. Ça, c'était au premier tour. C'est au second tour que ça commençait à être plus grave. Parce que je me souviens que au second tour, alors que nous étions encore en train de surveiller les lieux de vote, un de nos responsables, un superviseur, parce que nous sommes sur les lieux de vote, il y a d'autres qui font la navette entre les différents lieux de vote pour coordonner les actions. Donc, il y a un de nos militants qui était superviseur à ce niveau-là, qui m'a rapporté sur mon lieu de vote qu'on venait de tirer sur certains de nos éléments dans un lieu de vote de notre district, notamment à l'école primaire publique EPP Sikoji 10. Voilà, il m'a rapporté cet incident-là pour que nous nous tenions vraiment vigilants et que nous fassions attention. Et est-ce que vous vous souvenez du nom de la personne qui vous a rapporté ça? Oui, c'est le grand frère Cissé Nkodjili. Il était superviseur et c'est lui qui nous a rapporté l'information. D'accord, je vais passer à un autre sujet maintenant. Je voudrais savoir si avant les élections de 2010-2011, si vous savez s'il y avait des miliciens dans votre quartier. Bon, on le savait parce que quand la crise de 2002 a éclaté, je pense que c'est dans les années 2003-2004, on a commencé à voir
dans les quartiers des jeunes qu'on recrutait, des jeunes militants du FPI qu'on recrutait ça et là à travers les quartiers. Bon, les renseignements que nous recevions étaient qu'on voulait les enrôler dans l'armée pour aller prêter main forte à l'armée régulière. Voilà, donc ils avaient commencé ces recrutements-là. Et ces jeunes-là, lorsqu'ils ont été recrutés, ils ont commencé à faire des entraînements. Ça, on le voyait. On le voyait ça et là à travers Yopougon, un peu partout. Même j'en ai vu à Port-Louis une fois que j'étais allé là-bas. C'était des groupes. Ils sont en tenue de sport, ils ont des instructeurs avec eux. Voilà. Donc, on savait qu'on formait des gens pour aller aider à combattre au front. Alors là, vous nous parlez de la période 2002-2004. Après 2004, vous les avez revus, ces miliciens? Just a moment. Oui, on les a passés. Bon, ils ont disparu un instant. On ne les voyait plus courir dans les rues. On ne les voyait plus courir dans les rues. Mais c'est après le deuxième tour des élections de 2010 qu'on les a vus réapparaître. On les a vus réapparaître après les résultats du deuxième tour. Your Honor. Mr. O'Shea. Le président, Maître O'Shea, je voudrais demander que mon honorable contradictrice évite d'utiliser sa propre terminologie. Je pense qu'elle comprend ce que je veux dire par là. Le président, moi aussi. Maître O'Shea, effectivement. This is what I asked you to do yesterday. Le président, c'est ce que je vous ai invité à faire hier, Maître O'Shea, mais c'était beaucoup moins grave hier, au sujet de information et messages. Le président, mais du point de vue factuel, c'était la même chose. Maître O'Shea, effectivement, si on parle du point de vue technique. Alors, ces jeunes militants du FPI, quand vous les avez revus après le second tour des élections en 2010, où les avez-vous revus? Bon, on les a vus en divers endroits. Bon, personnellement, dans mon quartier, à un certain moment, quand il y avait des troubles à Bobo, j'ai constaté que chaque matin, il y a un terminus de bus dans mon quartier. J'ai remarqué que chaque matin, ils venaient se rassembler là et des véhicules militaires venaient les transporter. Ça, j'ai remarqué ça régulièrement. Ils venaient les transporter. Où ils allaient, bon, ça, je ne saurais le dire, mais quand ils quittaient le quartier, ils se dirigeaient vers le camp militaire, la voie du camp militaire Trois-Rouges. C'est de ce côté-là qu'ils se dirigeaient. Et c'était quel genre de véhicule militaire? C'était des véhicules de transport de troupes, ce qu'on appelle chez nous ici les cargos. Les cargos. Et ces jeunes militants, qu'est-ce qu'ils portaient comme tenue? Au début, ils portaient des tenues bulgariennes, des tenues civiles. Mais avec le temps, au fur et à mesure, on a vu qu'ils étaient habillés en tenue militaire. Souvent en demi-saison, soit le bas est un treillis militaire avec en haut peut-être un t-shirt ou une tenue civile. Par la suite, progressivement, bon, ils étaient totalement habillés. Ils étaient totalement habillés en tenue militaire.
Et à part les voir au terminus de bus, est-ce que vous les voyez ailleurs aussi? Oui, bon. Le même scénario se passait certainement dans d'autres quartiers. Et comme je n'étais pas au niveau de ces quartiers-là, bon, je ne peux pas donner de précisions. Mais dans mon quartier, ça s'est passé comme cela. Et par de bouche à oreille, on apprenait aussi que dans d'autres communes, dans d'autres quartiers de Yopougon, c'était pareil. Et quand vous les voyez, est-ce que vous les reconnaissez? Est-ce que il y en avait que vous reconnaissiez ou c'était des gens que vous ne connaissiez pas? Bon, il y a ceux que je voyais au terminus, et il y a beaucoup que je ne connaissais pas. Beaucoup que je ne connaissais pas, mais il y a quelques-uns quand même que je reconnaissais. Parce que souvent, quand ils revenaient au quartier, j'en ai vu quelques-uns encagoulés avec des armes. Ça, j'en ai vu. Ceux-là, je les reconnais. Il y a beaucoup aussi que je ne reconnaissais pas. Et quand vous les voyez avec des armes, c'était quel type d'armes? C'était des armes de guerre, ce que les Kalachnikov. C'était les Kalachnikov. Et est-ce que vous saviez s'ils avaient un chef dans votre quartier? Un chef dans mon quartier. Bon, je ne saurais le dire, Un chef, je ne saurais le dire. S'ils avaient un chef dans mon quartier, un chef, c'est-à-dire quel genre de chef? Est-ce que vous savez comment ils étaient choisis? Oui, pendant le recrutement, il y avait par exemple au quartier Yaoséi, un jeune là-bas qui s'appelait Kobri, un jeune du nom de Kobri. Je le connais parce que j'ai dit qu'à un certain moment, j'ai flirté avec le FPI. Donc, nous avons flirté un peu ensemble en ce moment-là. Et lui, il recrutait. Quand ça a commencé au début, il mettait une table devant chez lui. Et les gens venaient, les jeunes gens venaient avec des documents et il les enregistrait, il recensait. Ça, c'était au vu aussi de tout le monde, hein. Il le faisait. Et par la suite, ce sont ces gens qu'il a recrutés, qu'on a vu après en tenue de sport, en train de courir, de faire le sport, des entraînements, des exercices militaires. Donc, le recrutement, c'était comme ça. Ça, c'est dans mon quartier. Dans les autres quartiers, peut-être que c'est la même chose, je ne sais pas. Mais dans mon quartier, ça, j'ai vu Kobri avec sa table. Tous les jours, les gens venaient, s'alignaient, ils s'inscrivaient et tout, ils recrutaient. Par la suite, on les a habillés en tenue de sport. Ils couraient, ils faisaient des exercices. Et à cette époque-là, il y avait vraiment différents groupes. Il y en avait un peu partout. Est-ce que vous, personnellement, vous les avez vus faire ces exercices? Oui. D'abord, tous les jours, on les voyait courir dans les rues. Ça, on les voyait. Et deux fois, oui, je suis allé derrière le commissariat du 16e arrondissement. Je suis allé là-bas. Parce que à cette époque, aujourd'hui, ça a changé. Hein. À cette époque, il y avait une grande place vague, vide là, un terrain nu. Et quand ils couraient,
ils allaient terminer la course là-bas par des exercices militaires parce qu'ils rampaient. C'était des exercices militaires. Et là-bas, il y a quelqu'un qui se faisait appeler la machine. Voilà, qui était leur chef, je peux dire ça comme ça, leur instructeur, leur entraîneur. Il se faisait appeler la machine. Il disait qu'il était marin, commando marin. C'est ce qu'il disait. Donc, deux fois, je suis allé là-bas pour voir l'effectivité de ces exercices-là. Et c'est ce que j'ai vu là-bas. Et est-ce que vous vous rappelez de quand c'était les deux fois que vous avez été là-bas? Oh, je ne peux pas savoir la date exacte, mais c'est la période de 2003-2004 par là. 2003-2004, c'était à cette époque-là. Au moment où il y avait la crise à Boaké, c'était à cette époque-là. Et on nous disait qu'on les formait pour les envoyer au front. C'est ce qu'on nous disait. Et quand vous nous avez parlé de Cobry, c'était à quelle période, ça? Je n'ai pas saisi la question. Quand vous nous avez parlé de Cobry, celui qui recrutait les jeunes, Oui, c'était à quelle période? c'était à cette même période. C'est juste après les recrutements qu'ils ont commencé, comment on appelle ça, les exercices. C'est-à-dire qu'ils ont commencé les recrutements. Quand ils ont fini, peut-être un mois, 2 mois après, on a vu que ceux qu'on avait recrutés ils étaient en tenue. Chacun avait sa tenue. Et il courait, il faisait ses entraînements. C'est après que les recensements, les recrutements aient eu lieu. C'est à la même période, 2003-2004. Et en 2010-2011, est-ce que vous aviez connaissance des activités de Cobry? Bon, ces activités à cette époque-là, je n'ai plus connaissance de ces activités à cette époque-là. 2010-2011, je n'ai plus connaissance de ces activités. Mais ce que je sais, c'est qu'actuellement, ils seraient en exil. Actuellement, ils seraient en exil. Voilà, c'est ce que je sais. Mais à 2010-2011, j'avais perdu cette trace. Je ne savais plus ce qu'ils faisaient. Est-ce que vous connaissez son autre nom? Non. Et vous nous avez dit qu'en 2010, vous avez revu ces jeunes réapparaître. Oui. Où est-ce que vous les voyez? Je l'ai dit tantôt. J'ai dit que quand la crise a éclaté à Bobo, on les voyait au terminus chez nous. Peut-être que c'était un lieu de rassemblement. C'était un lieu de rassemblement. Ils venaient nombreux, mais c'est quelques-uns que je reconnaissais comme étant de mon quartier, de mon secteur. Mais les autres, je ne les connaissais pas. Peut-être que comme c'est un lieu central, peut-être que c'était un lieu de regroupement des différents groupes là. Et on venait les chercher les matins pour les envoyer. Et le soir, ils revenaient. Et là, ils avaient des armes. Ça, je le confirme, ils avaient des armes. Et qui venait les chercher? C'était les cargos militaires. Les cargos militaires, ils venaient les chercher. Et est-ce que vous avez vu des entraînements à cette période-là? Non. En ce moment-là, non. Je n'ai pas eu... Non. Je crois qu'il n'y avait plus d'entraînement en ce moment-là.
Alors, je vais passer à un autre sujet. Oui. Je voudrais discuter de la journée du 25 février 2011 avec vous. Et je voudrais qu'on se concentre sur ce que vous avez vu et entendu, vous, personnellement. Alors, est-ce que vous vous souvenez de cette journée? Oui, je me souviens de cette journée, je ne peux pas l'oublier. Je ne peux pas l'oublier parce que c'est ce jour-là que tout a commencé à Yopougon. C'est ce jour-là que tout a commencé et ce jour-là, vers les 8h30, 9h déjà, j'étais sorti de chez moi. C'était un vendredi. Et je suis allé à un lieu qu'on appelle chez nous le Grain. Le Grain, c'est un espace d'échange entre jeunes et où on prend le thé. Donc régulièrement, on se retrouve là. Donc ce matin-là, je suis allé là-bas comme tous les autres matins quand je n'ai pas d'activité à faire. Je me suis rendu au Grain. Et étant là-bas, on a commencé à avoir des informations selon lesquelles des jeunes gens avec des pistolets semaient un peu la panique au niveau du quartier Yaoséi. Au niveau du quartier Yaoséi, on a commencé à avoir ces informations-là de ceux qui venaient de la Sikoji vers nous. Donc, ces informations étaient récurrentes. Les gens venaient un peu apeurés et nous disaient « Ah, à Yaoséi, il y a des jeunes qui ont des armes, ils font de la provocation. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer. » Et quand ça s'est passé comme ça, quand on a eu ces informations-là, étant donné que l'atmosphère était un peu déjà lourde par rapport aux résultats des élections, nous, on se disait que ça pouvait être un début de conflit, un début d'attaque des militants du RDR, puisque en face du quartier Yaoséi, de l'autre côté de la voie, il y a une voie centrale à Yopougon. On appelle ça aujourd'hui le boulevard Alassane Ouattara. Le boulevard principal, il passe par le commissariat du 16e arrondissement. De part et d'autre de cette voie-là, il y a le quartier Yaoséi, majoritairement à cette époque FPI, et de l'autre côté en face, du côté de la mosquée, le quartier Doukouré, lui majoritairement RDR. Donc, de temps à autre, auparavant déjà, il y avait des échauffourées entre ces deux quartiers-là. Voilà, pour diverses raisons, soit au retour des meetings, etc. Il y avait souvent des échauffourées. Donc, quand on a commencé à avoir les informations selon lesquelles des jeunes du quartier Yaoséi avec des armes provoquaient les gens, nous avons tout de suite pensé à une provocation pour attaquer le quartier Doukouré. C'est à ça que nous avons pensé. Donc, nous avons commencé à donner des consignes. Moi, personnellement, j'ai commencé à appeler ça et là pour demander aux gens ce qui se passait réellement là-bas. Puisque dans notre découpage, ce secteur-là de Doukouré appartient à un autre responsable, à l'occurrence M. Diomandé Adama. C'est lui qui s'occupait de là-bas en ce moment. C'est lui qui est aujourd'hui le nouveau commissaire politique. C'est lui qui s'occupait de là-bas en ce moment en tant que secrétaire de section par intérim. Donc, je l'ai appelé pour lui demander ce qui se passait là-bas. Il a confirmé l'information et il a dit que, sincèrement, ils étaient en alerte parce qu'ils ne savaient pas ce qui allait se passer.
vous avez dit que vous avez commencé à donner des consignes une fois que vous avez reçu les informations. Qu'est-ce que vous avez donné comme consignes et à qui? Bon, puisque c'était le vendredi, et la prière du vendredi se passe à la mosquée qui se situe au quartier Doucouré. Donc, on a déjà des parents, des amis qui s'apprêtaient à aller à la prière du vendredi. Donc, tous ceux qu'on croisait, on leur disait, non, 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 c'est pas la peine, c'est bizarre là-bas, mieux vaut rester et attendre pour voir. On a véhiculé ce message-là. Et quand on disait à quelqu'un, on lui disait d'informer les autres, sa famille et tout. Donc, on a commencé à donner ces consignes-là. Et nous-mêmes, on a commencé à prendre des dispositions pour ne pas être surpris. Et c'est à la suite de cela qu'on a commencé à voir, à entendre des coups de feu. On a commencé à entendre des coups de feu. D'abord, c'était des coups de feu d'armes de petit calibre. Au début, c'était ça. Des coups de feu, des coups de feu d'armes de petit calibre. Peut-être des pistolets, quelque chose comme ça. Et au fur et à mesure que le temps passait, on entendait des armes plus importantes. Peut-être des kalachnikovs. On entendait en tout cas des bruits plus forts que les bruits de pistolets. Et à un certain moment, une ou deux fois, on a entendu de grands bruits. Ça, je ne sais pas quelle arme c'était, mais deux ou trois fois, on a entendu de grands bruits. Boum, boum. Ça s'est passé comme ça. Et dans le même temps, il y a des jeunes qui venaient vers Yaoundé et qui traversaient notre quartier avec des pots de peinture, en tout cas des choses qui avaient été certainement volées, des affaires pillées, certainement, parce qu'il faut dire qu'au quartier Doucouré, c'est un centre où il y a beaucoup de magasins, de quincailleries, de matériel de construction, etc. Donc, on a commencé à voir des jeunes torse nus avec des pots de peinture, tout ce qu'ils avaient, en tout cas, ils avaient pillé. Et ils passaient avec le butin pour rentrer dans le quartier. Alors, je vais vous interrompre là. Alors, pendant que vous entendiez les tirs, vous étiez où, vous? Nous, on était au grain. D'accord. On était toujours au grain. Et au moment où les premiers coups de feu sont partis, ça a commencé à nous inquiéter de plus en plus. Et il y a certains camarades qui sont allés sur la voie principale pour voir de loin ce qui s'est passé là-bas. Parce que de la voie principale, quand on est sur la voie principale, au loin, on voit le théâtre des opérations. On voit ça de loin. Donc, il y a certains qui ont couru pour aller regarder à partir de la voie principale pour voir ce qui se passait. Et c'était un peu la débandade. Les gens couraient dans tous les sens. Ils sont venus dire que, ouais, effectivement, que ça n'allait pas au quartier Doucouré. Donc, nous, on était au grain. Mais on était en alerte, hein. On était sur nos gardes. Parce qu'on ne savait pas ce qui allait se passer. Alors, je vais revenir sur certains détails, sur les points que vous venez de nous décrire. Quand vous entendiez les tirs, est-ce que vous savez quelle heure il était à peu près? Les tirs ont commencé midi, si ma mémoire est bonne, aux environs de midi, si ma mémoire est bonne, aux environs de midi. Et vous nous avez parlé d'une mosquée que les gens du Grain fréquentaient le vendredi. Est-ce que vous vous souvenez du nom de cette mosquée?
Bon, on appelle cette mosquée-là la mosquée Sidessi Antenne. La mosquée Sidessi Antenne. Et est-ce que vous savez la distance, même si c'est approximatif, entre le grain et la voie principale? Bon, peut-être 50 mètres, 50 mètres, 60 mètres, quelque chose comme ça. Mais les 50 mètres, 60 mètres là, c'est-à-dire, sont constitués d'une rangée de maisons. C'est-à-dire, du grain, il faut traverser une rangée de maisons pour avoir accès à la voie principale. Voilà. Donc, on traverse la rangée de maisons, 50 mètres par là, et on arrive sur la voie principale. Et de loin, on peut voir le théâtre des opérations. Et vous nous avez parlé de certains jeunes qui avaient des pots de peinture et qui avaient pillé. Alors, ces jeunes-là, ils passaient sur la voie principale ou devant le grain? Bon, de ma position, je ne pouvais que voir ceux qui passaient du côté du grain. Parce que moi, je n'ai pas osé aller sur la voie principale. Parce que je suis connu. Voilà, je suis responsable politique. Je suis un peu connu dans le secteur. Et quand on a des consignes, quand il y a ce genre de choses, il faut être très prudent et être le plus vigilant possible. Donc, moi, je ne suis pas allé sur la grande voie. Je suis resté au grain. J'ai laissé les consignes que je pouvais laisser à ceux que j'ai pu avoir. Et puis, bon, de là, on voyait les jeunes, ils passaient dans le quartier. Bon, il faut dire que le quartier, c'est un quartier où les maisons sont en bande. Les maisons sont en bande et il y a des couloirs, il y a beaucoup de couloirs. C'est genre un labyrinthe. Donc, c'est par ces couloirs-là, ils passaient avec leur butin et ils se fondaient dans la nature. Et ces jeunes que vous avez vus, ils étaient habillés comment? Bon, nombreux étaient torse nus. Hein. C'était torse nus avec les charges. Il y en a qui étaient habillés aussi, mais nombreux étaient torse nus. Et ils avaient quitte un pot de peinture, quitte des feuilles de tôle, en tout cas. Chacun avait son butin et il se fondait dans la nature. Et à part le butin, est-ce qu'ils portaient quelque chose? Bon, non, non. Ceux qui passaient par là, ils n'avaient rien d'autre que ce qu'ils avaient pillé. Bon, c'est après qu'on a commencé à voir d'autres avec des gourdins et puis des barres de fer. Voilà, ça c'est après. Les premiers sont passés, ils n'étaient pas armés, mais plus tard, on a vu d'autres avec des gourdins et autres, des barres de fer. Et voilà. Quand vous dites plus tard, vous voulez dire quand exactement? Je vais dire, c'est dans le déroulement. D'abord, on a commencé à voir des gens avec des pots de peinture, ce qu'ils avaient volé. Ils passaient torse nu. Et après, les autres vagues qui venaient, ceux-là, ils avaient des gourdins, des barres de fer, ceux-là. Ils étaient aussi torse nus, avec aussi leur butin. Avec aussi leur butin. Alors, après cette première vague de jeunes que vous avez vus avec leur butin, qu'est-ce que vous avez fait, vous? Bon, nous sommes restés toujours au grain, en tout cas en train de dissuader, parce qu'il faut dire que notre grain est situé à un endroit très passant. C'est comme un carrefour, les gens passent là, c'est un grand passage de personnes. Donc, on est resté là pour dissuader tous ceux que nous connaissions d'aller vers le quartier Doucouré, d'aller vers la mosquée. Donc, nous sommes restés là, nous étions au grain, mais nous étions très vigilants.
Et est-ce que tout le monde a été dissuadé d'aller au quartier de Corée? Bon, tout le monde sauf Ahmed. Tout le monde sauf Ahmed. On a un ami, un jeune Malien, un jeune Malien. Il est pousse-poussier, charrette, il conduit les charrettes. Il vend le charbon. À certains moments, il vend le charbon. Mais son métier principal, il pousse la charrette pour porter les bagages des gens. Et puis, il décharge le charbon dans les lieux de vente. Quand les camions viennent avec les chargements de charbon, c'est eux qui sont chargés de débarquer le charbon au lieu de vente. Il s'appelait Ahmed. Et ce jour-là, il est allé à son lieu de travail, à la CDC. La CDC. Et quand les incidents ont commencé dans son quartier, sa femme l'a appelé pour lui dire qu'il y avait des troubles au quartier et que c'était sérieux. Donc, bien évidemment, il est revenu sur ses pas pour aller voir sa famille, sa femme. Donc, en repartant chez lui, il est passé au grain. Il venait là régulièrement et il savait aussi qu'il pouvait peut-être avoir de plus amples informations au grain. Donc, il est passé par là et... Alors, je vais vous arrêter là. J'attendais juste l'interprétation. Alors, Ahmed, est-ce que vous pouvez nous dire son autre nom? Niakate Ahmed. Niakate Ahmed. Et je sais que c'est un sujet difficile. Et Ahmed, il est de quel quartier? Ahmed habitait au quartier d'Oukouré. Il habitait au quartier d'Oukouré. Et vous le connaissiez depuis quand? Je le connaissais depuis longtemps. Plus de 5 ans. Plus de 5 ans. Peut-être 10 ans. Je le connaissais depuis longtemps. Et est-ce que vous êtes en mesure de nous dire son âge approximatif au temps des événements? À l'époque, j'estime son âge à la trentaine d'années. À ce moment-là, je pense qu'il devait avoir une trentaine d'années. Et vous l'avez vu vers quelle heure ce jour-là? Ahmed est arrivé aux environs de midi, je pense. Il est arrivé après les coups de feu, ça s'était un peu calmé. Donc, je peux dire que peut-être midi passé un peu. Midi passé, peut-être midi 30, 13 heures par là. Je pense que c'est à ce moment-là que Ahmed est arrivé au grain. Et d'abord, quand il est arrivé, parce que je vais vous porter une précision à ce niveau-là. Ahmed s'était marié, il y avait peut-être 1 ou 2 années de cela, et il avait un problème d'enfantement, il n'avait pas d'enfant avec sa femme. Et de traitement en traitement, sa femme est tombée enceinte, et à ce moment-là, à cette époque-là, elle était enceinte. Donc, quand on l'a appelé pour lui dire qu'il y avait des troubles dans son quartier, il s'est vraiment précipité pour pouvoir aller au secours de sa femme. Bon. Quand il est arrivé, il n'a pas trop duré d'abord au grain, il s'est renseigné et puis bon, il partait. Nous, on a appris qu'on l'avait suffisamment dissuadé, il partait et
en partant, il a croisé une de nos tanties du quartier, du nom de Mamie. C'est une vieille qu'on appelle affectueusement Mamie. Aujourd'hui, elle est décédée malheureusement. Mais c'était une vieille baoulée qu'on appelait affectueusement Mamie. Et elle a croisé Mamie qui revenait du marché. Et comme elle le connaît, elle lui a demandé où il partait. Il a dit non, qu'il peut aller voir sa famille parce que sa femme l'a appelé. Mamie l'a dissuadé. Mamie lui a dit non, 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 tu ne peux pas aller dans ton quartier actuellement parce que j'en viens. La route, Mamie va au marché. Elle va au marché, donc elle revenait du marché. Le chemin du marché passe par le lieu où les échauffourées se passaient. Donc Mamie a vu. Elle lui a dit que tu ne peux pas aller dans ton quartier actuellement. Retourne. Attends que peut-être la situation se calme et avant de repartir. Donc il a écouté Mamie. Il a même pris le trop-plein de bagages de Mamie et il a suivi Mamie sagement jusqu'au grain. La cour de Mamie est en face du grain, de notre grain. Donc il est venu rester là. Nous, on l'a dissuadé, on lui a dit non, 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 il faut te calmer. Il a dit mais sa femme, comprenez-le, sa femme est enceinte. Et Donc il est resté et nous on s'est dit qu'on l'avait convaincu. et quand vous dites on l'avait convaincu, on l'a dissuadé, vous lui avez parlé, vous, personnellement? Oui, tout le monde. Et Moi, lui, de tout le monde, tous ceux qui étaient au grain, on lui a dit non, 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 Ahmed, tu ne peux pas aller, il faut rester, c'est dangereux. Il dit, mais ma femme, on lui a dit non, 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 Dieu est grand, ça va bien se passer et tout. Essayer de le rassurer comme ça. Voilà, et il est resté effectivement, il est resté, il est allé s'asseoir. Bon, c'est pendant un moment d'inattention, parce qu'il y avait beaucoup de choses en même temps. Donc, un moment, on n'a plus porté attention sur lui. Et on a un autre ami du nom de Adama Soumaoro, qui est aujourd'hui décédé. C'est cet ami-là qui habite aussi au quartier Doucouré, qui a appris aussi que le quartier a attaqué, qui est venu trouver Ahmed. Lui aussi fréquentait le grain. Mais lui, il était ivoirien. Il était originaire même de la même région que moi. Donc c'est lui qui est arrivé et on l'avait appelé aussi pour dire que le quartier est attaqué. Et comme ils sont du même quartier, pendant ce moment de cafouillage là d'inattention, les deux ont cheminé ensemble, pensant que les choses s'étaient calmées. Donc ils sont allés et chemin faisant, quand ils sont arrivés au niveau du bloc célibataire, il y a un grand espace vide là. C'est des terrains de jeu, des lieux de manifestation publique et tout ça. C'est ce que Adama Soumaoro nous a rapporté après, parce que lui, il a échappé. Donc, il nous a dit que quand ils sont arrivés là-bas, il y a un jeune du quartier qui a interpellé Ahmed. Viens ici, voilà un. Donc, ça a attiré l'attention, puisque les gens étaient un peu partout, excités et tout. Donc, ça a attiré l'attention des gens vers eux. Donc, les gens sont venus, sont accourus. Et Ahmed a eu peur. Il a pris peur. Il a voulu fuir pour revenir vers le grain. Donc, il a fui. Il a pu traverser la voie, mais arrivé au niveau du bâtiment de l'ancien impôt, il y a un jeune qui l'a saisi là-bas. Un jeune qui se faisait passer pour un réparateur du portable. Enfin, c'est un réparateur du portable en ce moment-là. C'est l'activité qu'il exerçait, mais il connaissait Ahmed. C'est lui qui a saisi Ahmed. Et puis, il
lui a fait les poches, les gens sont venus et ils ont commencé à le lyncher. Ils ont commencé à le lyncher avec tout ce qui fait tomber dans la main. Ils l'ont fait tomber, ils l'ont battu et il est mort d'une mort atroce. Une mort atroce. Ils ont été sans pitié pour lui. Ils l'ont battu avec tout ce qui leur tombait sous la main. Il est tombé. On lui a enseigné un coup de bourdin à la nuque et tout ça, il est tombé. Ils se sont acharnés sur lui. À un certain moment, il y a un monsieur qui est arrivé, qui était dans une tenue que les militaires portent, une tenue bleu marine. La culotte est bleu marine, le haut aussi est bleu marine, mais manche courte. Bon, habituellement, on appelle ça les tenues de corvée. C'est le nom qu'ils donnent à ces tenues-là. Lui, il est venu, lui, il avait une arme. Et au moment où ils étaient en train de le battre, il est arrivé. Et la foule a dit, c'est un assaillant, c'est un assaillant. Et lui, il lui a tiré un coup de feu. Étant au sol, il lui a tiré un coup de feu. Et il y a un autre jeune qui a pris un morceau de brique pour le taper sur la tête. Et malgré tout ça, on continuait de le battre. Et on continuait de le battre. Et puis, quand ils ont estimé peut-être qu'il était mort, on a commencé à crier qu'il fallait le brûler. Et c'est en ce moment-là que les riverains, ceux qui habitent aux alentours, ils se sont plaints. Ils ont dit non, vous l'avez tué là, mais vous n'allez pas le brûler ici. Allez le brûler ailleurs, mais pas ici. Et ils ont commencé à trimballer son corps, c'était insoutenable. Ils l'ont envoyé sur la voie, nous on ne pouvait plus voir. L'angle sur lequel ils l'ont envoyé, nous on ne pouvait plus voir. Et puis, c'était trop pénible à supporter. Moi, j'ai quitté les lieux. Bon. Plus tard, j'ai appris qu'effectivement, ils l'ont brûlé. Plus tard, j'ai appris qu'effectivement, ils l'ont brûlé. Je n'ai pas pu voir son corps brûlé parce que je ne pouvais plus me permettre certaines choses. Donc, c'est comme ça qu'ils ont tué Ahmed pour rien. Pour absolument rien. Quelqu'un il volait au secours de sa femme enceinte. On l'a tué comme ça. Donc, c'est après. Je vais vous arrêter là. Oui. Oui, madame. Je vais vous poser juste quelques questions de clarification sur ce que vous venez de décrire. Alors, quand vous nous avez dit que Ahmed est parti du grain avec Adama, Soumaoro, est-ce que vous les avez vus partir du grain? Non. Si on les avait vus, on les aurait empêchés d'aller. C'est un moment d'inattention. Alors, on a calmé Ahmed. Adama, lui, il est arrivé après moi, mais je ne savais pas qu'il était arrivé. Ça, je ne savais pas. C'est Ahmed, on l'a calmé, il était assis. Bon, certainement que quand Adama est arrivé, ils se sont peut-être dit, bon, nous sommes à deux, on peut y aller.
Mais en ce moment, nous, on s'est dit, bon, on a fait le travail et bon, on l'a un peu oublié. On l'a un peu oublié et c'est pendant ce temps-là qu'ils sont partis. Nous-mêmes, on n'a pas su. C'est quand on a commencé à le pourchasser qu'on a su que mais Ahmed était parti. C'est en ce moment-là. Comment est-ce que vous avez pris connaissance? Connaissance de quoi? J'attends juste l'interprétation pour les gens qui suivent en anglais. Alors, comment est-ce que vous avez pris connaissance du fait qu'il était pourchassé? Quand C'est les cris. C'est les cris. Vous savez, la foule, hein? Ils étaient excités, donc les cris, oh, attrapez-le. Bon, c'est un assaillant. Donc ça a attiré l'attention de tout le monde. On regarde, c'est Ahmed. Comment il a pu se retrouver là? Bon, on ne pouvait pas expliquer parce qu'on n'avait pas été suffisamment vigilant en ce moment-là pour pouvoir l'empêcher de partir. C'est comme ça que nous avons constaté qu'effectivement, il était parti. Mais comment et qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est quand nous nous sommes retirés que Adam Soumaro est venu maintenant nous donner la version selon laquelle ils étaient ensemble. Que, voilà, c'est lui qui nous a expliqué maintenant ce qui s'est passé en cours de route. Alors, à partir de quand est-ce que vous avez vu la scène que vous venez de nous décrire? À partir de quand j'ai vu Ce que vous venez de nous décrire. ça devait être peut-être vers les 14 heures maintenant, hein, je pense. Vers les 14 heures, si ma mémoire est bonne, ça devait être vers les 14 heures maintenant. Mais c'était à quel moment? Alors, vous nous avez dit que vous étiez au grain, vous avez entendu des cris et vous êtes allé regarder. Et à ce moment-là, quand vous êtes allé regarder, qu'est-ce que vous avez vu tout d'abord à ce moment-là? J'ai vu qu'il courait pour revenir dans le sens du grain. Il avait fait demi-tour en fait. Il avait fait demi-tour. Il courait pour venir dans le sens du grain. Parce que les manifestations n'étaient pas encore arrivées vraiment dans notre quartier. C'était dans les environs, mais chez nous, c'était encore un peu calme. Certes, on était tous en alerte, mais il n'y avait pas encore de foufou en tant que tel. Donc, c'est quand on a entendu la meute le poursuivre, crier à l'assaillant et tout, ça a attiré l'attention de tout le monde. Et c'est là que nous nous sommes mis à regarder dans la direction et puis on a vu que c'est Ahmed qui était poursuivi. Et quand il était poursuivi par combien de personnes? Ils étaient nombreux, hein, peut-être la trentaine, vingtaine, je ne sais pas, c'était nombreux. Et est-ce que vous pouvez nous décrire ces 20 ou 30 personnes qui le poursuivaient? C'était des jeunes. C'était des jeunes qui étaient vraiment excités. C'était des jeunes. La majorité, c'était des jeunes. Et comment est-ce qu'ils étaient habillés? Bon, comme je l'ai dit, hein, il y en a qui étaient torse nus, il y en a qui étaient habillés correctement quand même. C'est-à-dire qu'il y avait un haut et un bas. Voilà. Et il y en a aussi qui étaient torse nus. Apparemment, c'était les pillards du matin qui rôdaient dans les parages là-bas, parce qu'ils n'avaient pas encore fini leur travail. Donc, c'est ceux-là qui se sont mis à le poursuivre. Et voilà, ils l'ont attrapé. Et vous nous avez parlé d'un gourdin. Oui. Est-ce qu'ils avaient d'autres armes à part le gourdin? Oui, tout ce qui leur tombait sous la main, ils prenaient pour battre Ahmed. Hein. Que ce soit une barre de fer, que ce soit un gourdin, quoi que ce soit. Je vous dis même qu'il y a un qui a pris un morceau de brique pour lui taper sur la tête. Et Ahmed lui-même, est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il portait ce jour-là? Bon, il avait
un pantalon jean. Il avait un pantalon jean, des chaussures, des sandales en caoutchouc. Bon, dans notre jargon abidjan, ici, on appelle ça les quais. C'est des chaussures entièrement en caoutchouc, mais à boucle. Il portait ça. Et puis, il portait un maillot. Un maillot, je crois, Barcelone ou Chelsea. Il portait en tout cas un maillot. Et un pantalon jean, et puis des leggings en bas. Et quand vous observiez, enfin, quand vous avez vu le lynchage, vous étiez à quelle distance d'Ahmed? 50-60 mètres. 50-60 mètres au plus. Alors, je vous avais arrêté lorsque vous avez entendu les jeunes parler de le brûler et les riverains dire de ne pas le faire à cet emplacement. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Bon, quand les riverains se sont plaints, ils ont dit de ne pas le brûler là. Donc, c'est ce que je disais. Et ils ont décidé de le transporter sur la grande voie. C'est-à-dire de l'envoyer sur la voie principale dont je parlais pour le brûler. Parce que les riverains s'étaient plaints qu'ils ne pouvaient pas le brûler là. Alors, je voudrais passer un petit peu à Adama Soumaoro. Oui. Alors, vous nous avez dit que lui, vous avez appris plus tard ce qui lui est arrivé. Alors, quand est-ce que Adama vous a raconté ce qui lui est arrivé? Bon, quand tous ces événements-là se sont passés, c'est-à-dire qu'ils ont fini de tuer Ahmed, parce que quand ils l'ont battu, l'état dans lequel moi je l'ai vu, je savais qu'il ne pouvait pas vivre. Voilà. Donc déjà, nous étions en larmes. Nous étions en larmes et on parlait encore de le brûler, c'était insupportable. Donc nous, on a quitté les lieux, on s'est retiré chez un ami qui habite à côté, qui s'appelle Soro. Lui, là, c'était le plus proche du grain. Donc, on s'est retiré chez lui. Et c'est là-bas que Adama Soumaoro nous a trouvés. Nous nous sommes retrouvés chez Soro parce que tout le monde était vraiment dépassé par les événements et tout le monde était vraiment triste. Donc, nous nous sommes retirés et c'est chez Soro que Adama a raconté ce qui s'est passé en route quand ils allaient. C'est là qu'il a raconté. Et qu'est-ce qu'il vous a dit exactement? Il a dit que quand il partait, il y avait une accalmie. Il a dit qu'au moment où il partait, il y avait une petite accalmie. Donc ils se sont dit que bon, s'ils traversaient le terrain, ils allaient prendre les couloirs du quartier rapidement pour pouvoir joindre le quartier tout court. Il dit que c'est à ce moment-là que quand ils sont arrivés sur le grand terrain, la place dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a reconnu Ahmed. Quelqu'un qui a reconnu Ahmed et qui a dit, toi, viens ici. Voilà un. Voilà. Et selon ses dits, il a dit que c'était un certain Techi. Voilà, c'est ce que Adama Soumaoro nous a rapporté. Il a dit que c'était un certain Techi qui avait dit ça. Et est-ce que vous connaissez son autre nom à Techi? Techi Claude, je pense bien. Claude. Et vous le connaissiez, Techi Claude, vous? Claude, je le connais.
connaissais bien Petit Claude. Bon, quand Adama a dit ça, bon, vraiment, je tombais un peu des nues. Je me suis dit, mais il ne peut pas faire ça. C'est quelqu'un que je connais. Mais Adama a dit que c'est un truc. D'ailleurs, après les événements, après la crise, quand tout est rentré dans les normes, je pense bien qu'il est venu une fois se justifier chez notre commissaire politique pour démentir cela. Bon, nous on a dit c'est une information qu'on a, c'est tout. Nous n'étions pas sur les lieux, mais celui, le compagnon du défunt, c'est lui qui nous a dit ça. On ne peut pas dire que c'est faux. On ne peut pas dire que c'est faux. Bon, si tu dis que c'est pas vrai, que c'est la rumeur, les gens sont contre toi, bon. En tout cas, il est venu une fois pour se justifier, pour dire que voilà, les gens veulent créer des problèmes, et tout. Bon, il est venu une fois se justifier. Mais moi, je m'en tiens à ce que l'autre a dit, c'est ce qu'il m'a dit que j'explique. C'est lui qui était avec Ahmed au moment des fêtes. C'est ce qu'il nous a rapporté. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Bon, ça maintenant, voilà. Monsieur le témoin, si le juge président m'autorise, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui. Yes. Le président, oui. Oui. Yes, we stop here. Président, oui, nous allons nous interrompre. Il est 17h pour nous, 15h pour vous. Nous reprendrons lundi à la même heure qu'aujourd'hui, à savoir 10h30 pour nous, puisqu'il s'agit toujours d'une vidéoconférence. Et je voulais juste vous dire que vous avez pris un peu plus d'une heure, madame. Non, je n'exerce aucune pression, mais nous avons un calendrier qui est assez strict, donc ne l'oubliez pas, qui est assez serré, ne l'oubliez pas. Donc, monsieur le témoin, merci beaucoup. Nous nous retrouverons lundi matin à 8h30 pour vous. Merci beaucoup. L'audience est levée.